Je pense qu'il y a un malentendu possible, mais qui est assez répandu. C'est-à-dire que la micro-histoire porterait sur, disons, de personnages marginaux, des événements marginaux, etc. Or, en fait, le préfixe micro porte sur le côté analytique. Alors, je pense que l'idée de travailler sur n'importe qui, y compris par exemple un peintre célèbre comme Pier della Francesca, qui a été l'objet d'un livre que j'ai écrit et qui a été l'un des premiers d'une série qui s'appelait Microstorie, dirigée par Giovanni Levi et moi-même. Alors je pense que l'extension, disons, ne trahit pas les ambitions du projet. En fait, mon livre Le fromage et les vers, qui a été parfois regardé comme, disons, typique de la microhistoria, en fait, a été écrit avant, disons, la théorisation de la microhistoire. C'est-à-dire que la théorie vient après coup, comme c'est souvent le cas. Je pense qu'il y a, disons, un élément que j'appellerais géopolitique dans le succès de la microhistoire. C'est-à-dire que maintenant, il y a un réseau d'historiens qui se rattachent à la microhistoire et qui est, je crois, dirigé par un historien islandais et un historien hongrois. Alors on voit que, disons, des pays soi-disant marginaux par rapport à la grande histoire peuvent s'emparer de la micro-histoire en tant que projet où les côtés analytiques est plus important. Je rappelle dans ce contexte le mot de Malinowski, le grand anthropologue, qui disait « c'est pas la tribu n'importe quoi, mais ce sont les questions qu'on pose à, disons, une tribu, une culture, etc. » Alors, il y a des implications théoriques justement, au début de la microhistoire. Ce côté analytique va, disons, jeter le fondement des nouvelles généralisations. Ça, à mon avis, c'est au cœur du projet. Dans ce sens, comme je disais, ce regard analytique peut être appliqué soit à un personnage célèbre, soit à un village inconnu, soit, etc., etc. Si vous voulez, je me suis posé moi-même la question pourquoi, disons, ce retentissement de cet ouvrage. Et à mon avis, la première réponse est liée au personnage lui-même, c'est-à-dire quelqu'un de tout à fait extraordinaire. De l'autre côté, il y a, si vous voulez, deux sujets, deux problèmes qui sont au cœur du rapport entre Menocchio et la société où il vivait, et qui ont été aussi au cœur de mon travail sur lui. C'est-à-dire, le premier, le défi aux autorités, soit politiques, soit religieuses. Il disait, je veux parler de tout ça avec le pape, l'empereur, etc. Il a pu parler avec les inquisiteurs, ce qui l'a amené à la mort. Mais il y avait cette impulsion, le défi à l'égard du pouvoir, d'un côté. De l'autre côté, le rapport entre, disons, les croisements entre culture écrite et culture orale. Et alors là, encore une fois, il y a un problème qui traverse aujourd'hui des sociétés multiples. Il y a des sociétés entières qui, disons, approchent l'écrit à travers des cultures orales qui sont toujours très riches et très vivantes. Alors je pense que, disons, la lecture qu'on a fait de ce livre, qu'on a traduit dans plus de 20 langues, etc., c'est lié à ça, c'est-à-dire au fait que, même s'il s'agit d'une histoire analytique, justement, qui porte sur un personnage spécifique, sur les livres qu'il lisait, j'ai essayé de reconstruire les livres qu'il lisait, et dans cette façon aussi la façon dans laquelle il lisait les livres. Mais il y a un côté, je veux le souligner, un côté érudit, qui est à mon avis indispensable. L'érudition pour moi, ce n'est pas, disons, un but en elle-même, mais c'est un instrument indispensable, justement qui se rattache à ce projet analytique. Mais de l'autre côté, il y a la généralisation, c'est-à-dire qu'à partir d'un cas comme celui de Menocchio, j'ai essayé de poser des questions beaucoup plus larges. Et si vous voulez, lorsque le livre a été écrit en 1976,
il y avait aussi dans l'introduction un souci de justifier mon approche, un souci qui maintenant peut paraître superflu, mais disons, il y avait ce côté, disons, combat. C'était pas évident d'écrire un livre comme ça. Je disais aussi, on pourrait trouver une référence dans une note bas de page, mais ici il y a un livre. Alors pourquoi et comment? Et je trouve que, disons, cette introduction historiographico-théorique, c'est toujours importante. J'y tiens, j'y tiens. À mon avis, comme toujours, il faut tracer une distinction très nette entre questions et réponses. C'est-à-dire que, à mon avis, les réponses qu'on avait données par, disons, ceux qui s'est rattaché à ce linguistic turn n'étaient pas très intéressantes. Il y avait un côté monotone, à mon avis, et pourtant les questions étaient là. Et alors les questions restent. Et les questions sont quoi? Les questions se rattachent, disons, aux sources, dans le sens les plus large du mot, evidence. Et la relation que toute source entretient avec la société où cette source a été produite. Je ne pense pas seulement, évidemment, au texte, mais aux images, aux objets, aux traces involontaires, etc. Alors, cette relation, ça pose un problème. Et je pense que ce qu'on appelle le positivisme naïf, regardez cette relation comme auto-évidente, ce qui n'est pas le cas. Alors, disons, la question néo-sceptique a posé un problème, mais en donnant des réponses, à mon avis, pas très intéressantes et même fausses, et même, et là on touche, disons, les côtés les plus délicats du problème, des réponses qui avaient des implications, je dirais, politiques, morales et intellectuelles, troublantes. Et justement, l'essai, ma discussion avec Hayden White portait sur ça. C'est-à-dire que Hayden White avait écrit dans un essai qu'il regardait disons, les écrits de soi-disant négationnistes, ceux qui niaient la réalité de la Shoah, comme, disons, affreuse du point de vue politique et moral, mais il disait que, très franchement, qu'il n'était pas capable de les repousser, de démontrer qu'il s'agissait de fausseté, etc., parce que ça aurait détruit ses présupposés théoriques. Alors, j'ai trouvé ça énorme, et justement, j'ai essayé de montrer que, disons, on pouvait très bien, disons, démontrer qu'il s'agissait des faussetés, mais en même temps, ça impliquait aussi une attitude subtile à l'égard des sources. C'est-à-dire que nous savons très bien, après Marc Bloch et Georges Lefebvre, que, disons, des faux bruits, des fausses nouvelles, etc., peuvent engendrer une grande histoire. Mais il faut savoir lire, et il faut aller au-delà du positivisme naïf. Alors je pense que, disons, peut-être la bataille a été gagnée, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs, je ne sais pas si ce sont les historiens qui ont gagné la bataille ou des événements qui se sont placés, qui se rattachent à l'histoire. Par exemple, disons, 11 septembre. Je me rappelle que j'ai eu une conversation à Paris avec les responsables de Vacarme, justement le 11 septembre, ces jours-là même. Et il y avait des coups de fil continus, et nous, on continuait à parler, etc. Et c'était bizarre, parce qu'au fond, on parlait de, disons, les rapports entre littérature et histoire, réalité et fiction, etc., au même moment où. Mais je pense que, disons, tout ça, même, disons, à l'Académie nord-américaine, a imposé le fait qu'il y a une réalité qui est incontournable. Évidemment, ça existait avant, mais c'est arrivé comme ça.
il y a eu aussi, et je crois que c'est Lynn Hunt qui a souligné ça, il y a eu, disons, une génération nouvelle qui s'est, disons, opposée à ces vieilles lunes, disons, à lancer autre chose. Mais, comme je disais, les questions restent. Je suis parti de Braudel, évidemment. J'ai essayé de replacer la notion de longue durée de Braudel dans un contexte. Et j'ai essayé aussi de montrer qu'il y a un modèle qui, à mon avis, est plus efficace par rapport à celui de Braudel et qui se rattache à Marc Bloch. Mais ensuite, je présente deux cas, enfin. Mais disons, ça c'est autre chose. Évidemment, tout ça se rattache à cette notion de longue durée, mais ce n'est pas la seule. Et les historiens ont toujours travaillé sur, disons, dans des perspectives où il y avait aussi l'événement, au fond, disons, Thucydide, évidemment, était impliqué dans les événements de façon directe, etc. Il ne s'est placé pas dans une perspective de longue durée, à l'exception de cette section de son œuvre qui s'est rattachée à la notion d'archéologie. Ce qui est important dans le sens que, évidemment, dans les mêmes ouvrages, plusieurs temporalités peuvent coexister. Alors, le temps court de la politique, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais c'est vrai que maintenant, disons, disons, il y a des médias, et je pense à Internet, qui façonnent notre existence et qui nous permettent de saisir les événements dans une seconde, mais de l'autre côté, ils nous permettent aussi de, disons, entrer en rapport avec, disons, des informations accumulées dans le long temps. C'est-à-dire que la longue durée elle-même peut être saisie à travers une seconde. Alors, ce qui implique que, disons, les présents est toujours, c'était Saint-Augustin qui l'a souligné, la dimension à travers laquelle nous nous rattachons au passé et au futur. Ce n'est pas nouveau, même si les médias, Internet, ont donné une dimension même existentielle nouvelle à ce présent. Mais le présent était toujours là. Saint-Augustin n'est pas, on peut dire, il est un ancêtre, mais c'est aussi un contemporain. Mais il s'agit d'un Saint-Augustin qui utilise l'Internet. Ce qui n'est pas si paradoxal, au fond. Je pense que, disons, on perçoit toujours le passé et même, disons, des ombres du futur à travers le présent. Mais c'est vrai que, disons, la présence d'un instant est devenue obsédante. Mais il s'agit d'une porte vers quelque chose d'autre. Et je dirais que, disons, la longue durée est plus présente que jamais. Je pense que, disons, ce côté autobiographique existe toujours. Et alors, dans ce sens, je peux dire oui, je peux répondre oui à votre question. Dans quel sens? Alors, je me rappelle que Marc Bloch, justement, posait le problème des générations dans ses réflexions méthodologiques publiées posthumes. Et alors, parce qu'il y a, disons, un élément de continuité dans disons, la succession des êtres humains, mais de l'autre côté, il y a la génération qui est autre chose parce que c'est une notion qui se rattache à des événements qui brisent les contenus. Et alors, on peut dire que pour moi, oui, je dirais que pour moi, disons, l'événement a été la Deuxième Guerre mondiale. Pas seulement parce que mon père est mort en tant que résistant, etc., mais parce que, bon, j'ai gardé des mémoires très profondes qui en fait, ont construit un peu mon identité, c'est-à-dire le fait que, je l'ai rappelé une fois, on m'avait dit de cacher mon nom, et alors à ces moments-là, j'ai dit,
je suis devenu juif, d'une façon rétrospective, mais pour moi c'est vrai. Tu ne t'appelles pas Ginsburg, mais Tanzi. C'était le nom de ma grand-mère maternelle, qui était le seul membre de la famille qui n'était pas juive. Mais à ce moment-là, je suis devenu juif. Alors, ce sont des choses qui travaillent, mais qui travaillent d'une façon indirecte. Alors je pense que, disons, l'autobiographie est tout à fait centrale, mais à mon avis, elle est surtout importante lorsque il y a transposition. Et, en fait, je l'ai écrit, je suis devenu conscient de cette composante autobiographique qui agissait derrière mes travaux sur les sorcières, sur Ménoc, etc. Pas d'une façon directe, mais parce que quelqu'un a remarqué, mais écoute, alors un juif comme toi, et alors j'ai pensé, oui, c'est évident, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Alors parce que, alors on dirait, disons, dans une perspective post-freudienne, parce que pour agir, l'inconscient a besoin disons, de n'être pas conscient. C'est-à-dire repousser du regard clair et conscient des éléments qui agissent en profondeur. Et je pense que, disons, au fond, oui, alors lorsque j'ai engagé cette bataille avec d'autres pour la notion de vérité sans guillemets, il y avait d'une façon explicite le fait qu'on ne pouvait pas, disons, souscrire une attitude qui empêchait de dire que les négationnistes étaient des menteurs. Mais évidemment, il y avait un enjeu qui était plus important que ça, c'est-à-dire au fond, ce personnages sont des salauds qui n'ont pas, disons, ne jouent pas un rôle important. Mais la question était beaucoup plus importante que ça. C'est-à-dire la notion de vérité doit être gardée. Il s'agit évidemment d'une vérité humaine, c'est-à-dire réfutable par définition, parfois réfutée. Mais il faut le garder parce que je crois que ça fait partie de notre façon, disons, je parle dans ce sens, ce n'est pas le jeu, mais c'est, disons, l'espèce animale humaine qui parle dans ce contexte. Il s'agit d'une notion qui est au cœur de notre rapport avec la réalité. Tout cela dépend de la notion, de la définition de littérature. Elle peut être large, elle peut être étroite, etc. Mais vous avez raison, c'est-à-dire en disant que littérature n'est pas synonyme de fiction. Ceci dit, ce qui était au cœur de ce projet néosceptique, c'était l'insistance sur la composante rhétorique de l'histoire. Pas seulement, disons, le côté narration, mais aussi la composante rhétorique. Oui, rhétorique, mais quelle rhétorique? Alors, à mon avis, ça a été le coup, c'est-à-dire que, disons, un coup stratégique, dans le sens que d'une façon rétrospective, je pensais à cette distinction qui avait été avancée par Antonio Gramsci, mais disons, ça concernait, disons, la révolution en Occident. Mais il disait, il y a la guerre des positions et la guerre des tranchées, disons, et la guerre d'attaque. Se poser d'une façon, disons, statique, comme dans une tranchée, en disant il y a l'histoire, il y a la fiction, etc., tout ça n'avait pas de sens. Tandis qu'une guerre d'attaque aurait été beaucoup plus efficace. Et j'ai souligné que lorsqu'on parle de rhétorique, en fait on ne trace pas une distinction entre deux traditions rhétoriques, c'est-à-dire la tradition qui se rattache à l'Antiquité, Aristote, Quintilien, Lorenzo Valla, à la Renaissance, c'est-à-dire une rhétorique où les preuves ont un rôle central. Tandis que, de l'autre côté, il y a une tradition rhétorique lancée par Nietzsche et ses disciples métaphoriques, c'est-à-dire
une rhétorique anti-aristotélicienne où la rhétorique est opposée aux preuves. Alors je disais, pour les historiens, c'est la première qui est cruciale. Alors ici, nous venons, si vous voulez, à la littérature. Ce que j'ai essayé de faire dans, disons, une polémique avec, ma polémique avec les néo-sceptiques a été d'essayer de travailler sur des cas spécifiques en montrant que entre histoire et fiction, et disons littérature qui se rattache à la fiction, il y a eu un va-et-vient de, disons, démarches, prise de distance, détails stylistiques, etc. Alors, dans ce sens, on peut dire que ce va-et-vient, qui a été une compétition aussi pour la représentation de la réalité, se place dans la catégorie large des littératures. Et en fait, j'ai parlé par exemple d'un défi lancé par Stendhal aux historiens. J'ai travaillé sur les blancs de Flaubert dans l'éducation sentimentale du point de vue historique, en essayant de voir comment peut-on lire un blanc en historien. Même les questions qu'on adresse au document sont des questions qui sont déjà formulées dans une perspective de narration. Alors il y a va-et-vient entre nos questions et les documents. Et les documents peuvent répondre ou peuvent dire non, et il faut les écouter.